je vous salue tous. Je suis heureux de partager ces moments avec vous. Seydou me remercier par avance. Je dis, la bouche doit remercier les oreilles, mais les oreilles doivent aussi remercier la bouche. On a apporté, disons, dans ce que nous allons échanger, ce que nous sommes, et c'est précieux de le partager. On évoquait la figure de Senghor. Parmi les formules que Senghor nous a laissées, il y en a une qui me paraît particulièrement traverser le temps. Senghor disait la culture, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Je crois que c'est une chose, disons, qui s'impose, pas seulement en Afrique et pour l'Afrique, mais peut-être aussi même dans la conjoncture que nous vivons ensemble aujourd'hui. Alors je vais commencer par vous faire une petite confidence, et puis après je vais vous entraîner dans un parcours. Tu faisais état, Seydou, de mon âge, et plus j'avance, plus je suis conscient de ce que peut représenter cet âge. Et un jour, disons, ça me tracassait, je dînais avec un ami québécois, et je lui disais quand même, c'est assez impressionnant de vieillir. Et il me dit, écoute, si tu étais québécois, tu pourrais te référer à un proverbe de notre vieille province qui te redonnerait du sens. Chez nous, on dit, les vieux pommiers ne font pas des vieilles pommes. C'est inscrit dans ma tête, ça m'a plus lâché d'une semelle, si j'ose dire. Donc, le vieux pommier que je suis a l'ambition de vous livrer quelques pommes. Et puis, bon, enfin, de regarder aussi avec passion ceux qui croient en vous et à travers vous. Je vous disais tout à l'heure que je vous conviais à faire un voyage ensemble. Je vais prendre le fil du voyage comme fil directeur. Parce que le fil du voyage, c'est ce qui nous relie au temps. Nous sommes tous des voyageurs. Quand j'évoquais le grand âge ou le plus jeune âge, eh bien on est dans ce parcours du temps-là. Ce parcours du temps, d'une certaine manière, on peut aussi l'appeler l'histoire. Et nous sommes tous dans notre histoire personnelle, singulière, et puis en même temps dans des histoires partagées. Et je crois que ce qu'il y a de dramatique, presque de plus dramatique, c'est lorsque on oublie l'histoire. Un personnage célèbre a même dit que l'Afrique n'était pas encore entrée dans l'histoire. Et pourtant, disons, l'histoire a commencé, nous sommes en train de la vivre et de la faire. Et c'est ça aussi qui est exaltant, de dire que nous sommes des artisans de l'histoire, chacun dans son petit parcours. Et puis demain, dans ceux qui viendront après, dans ce tissage croisé là, de nos expériences. Et je pense que nous avons tous besoin de nous situer comme des acteurs d'histoire. Et quand on dit qu'on est un acteur d'histoire, eh bien on est nécessairement un citoyen. Il n'y a pas de citoyen véritable qui ne se ressente comme un acteur de l'histoire, responsable de sa part d'histoire. Et moi, je vais vous livrer la mienne ce soir, en échangeant avec vous, rejoignant votre part d'histoire. Je vais partir de mes souvenirs anciens. Moi, je suis breton. J'ai été élevé par une grand-mère bretonne, tout à fait au bout du bout de cette péninsule qui s'avance, la gueule ouverte vers l'océan, et dans le Finistère. Et là, ma grand-mère était paysanne, vraiment produite par cette culture paysanne très ancienne, et aussi dans un contexte culturel qui était un contexte culturel de rencontre. Moi, j'ai été élevé entre 2 langues, ou même 3 langues quand j'étais petit, et pourtant nous étions des gens du peuple. Le breton, qui était la langue de nos ancêtres, et qu'on continuait de parler. Le français, qu'on se piquait de perfectionner à l'école, et puis qui nous apparaissait comme un don précieux. Et puis le franco-breton,
un dialecte qui mélangeait un petit peu les autres, les deux. Et finalement, quand je me réfère à ça, je me dis, là, j'ai été doté d'un bagage qui m'a accompagné tout au long de mes parcours, et notamment de mes parcours africains. Ce que j'ai apporté à mes amis africains, ce sont les enseignements de ma grand-mère. Et ce que j'ai reçu d'eux, eh bien, c'est aussi les enseignements de leur grand-mère, de leur grand-père, de leurs anciens. Je suis monté à Paris, faire mes études, et là, deux rencontres importantes. La première, c'était au lendemain de la guerre, en 1946. La première rencontre, c'était un étudiant africain qui étudiait l'histoire. Nous sommes devenus très très amis. Il est devenu un immense historien. Il est décédé malheureusement, Joseph Kizerbo. Joseph était vraiment, disons, mon meilleur ami. Il était de la Haute-Volta, comme on disait à l'époque. Et Joseph me disait, des jeunes comme toi, au lendemain de la guerre, on était encore sous le choc de ce qu'on avait traversé. On avait aussi l'impression qu'il fallait reconstruire le monde. Peut-être d'ailleurs aujourd'hui, on ressent un peu le même besoin aussi. Et Joseph me disait, les jeunes comme toi, eh bien, vous devriez vous engager en Afrique, y compris à travers l'administration d'outre-mer, pour la faire bouger, la secouer fort. Et nous, en dehors, on se donnera la main et on ira ensemble vers la liberté. Ça a été la clé, disons, de ma vie. Je n'ai jamais vraiment oublié ce message de Joseph Kizerbo. Je l'ai accompagné tout au long de sa vie, bien sûr, et de la mienne. J'entre donc à l'école de la France d'Outre-mer, à l'époque, qui formait des administrateurs pour l'Outre-mer. Et dans cette école, professeur, se trouve Senghor. Senghor qui nous enseignait les langues et les civilisations africaines. Un choc de séduction, choc de rencontre, avec une pointe, disons, d'amitié, de destin partagé. Et Senghor s'intéresse à mon parcours. Ma grand-mère était une grande conteuse de l'oralité. Et lui, il se souvenait de sa grand-mère, ce monde sérère, d'où il venait, etc. Alors je l'avais choisi pour être mon directeur de mémoire, parce qu'on devait faire un mémoire. Et Senghor m'a donné comme consigne, à ce moment-là, quelque chose qui a été d'une grande importance pour moi. Il m'a dit, les sociétés qui n'ont pas l'écriture dans leur héritage historique vivent néanmoins leur destin d'humanité, disons, à la même profondeur que tous les autres peuples. Et ce qu'ils mettent dans les contes et dans la littérature orale, c'est vraiment la profondeur de leur culture. Donc, au lieu de considérer les contes, les proverbes comme du folklore, ce que les yeux extérieurs font très volontiers, eh bien, il faut considérer ça comme la source d'une grande littérature. Et il m'a recommandé donc de choisir comme sujet de mémoire, de travailler sur la littérature orale et de recueillir des contes africains. Et puis ma grand-mère était elle aussi une conteuse, donc ça m'était familier. Et à partir de là, de traiter cette matière comme la matière d'une grande littérature. J'ai fait ce travail sous la direction de Senghor, qui m'a passionné, et qui était une introduction merveilleuse, miraculeuse, dans le profond de la culture africaine. Alors en même temps, je m'étais inscrit à l'école des langues orientales. Senghor nous apprenait le poulard, enfin la langue des Peuls, à l'école de la France d'Outre-mer. Et puis moi, je me suis inscrit à l'école des langues orientales en langue qu'on appelait soudanaise à l'époque, parce qu'on les parlait surtout dans le Soudan français, Malinké, Dioula, Bambara. Voilà. Et ça m'a passionné. Et puis je me sentais très à l'aise dans tout ça, parce que changer de code, changer de langue, ce que j'avais vécu dans mon enfance. En plus que le breton n'est pas une langue latine, hein, c'est une langue celtique. Donc il y avait vraiment des grands décalages. Tout ça me paraissait naturel. Bon, je pars en Afrique, au sortir de là, avec vraiment ces résolutions et puis cette armature que mes amis m'avaient donnée. Et puis me voilà débarquant à Bamako avec ma femme. Nous avions 23 ans tous les deux. Elle aussi avait
avait suivi les cours de l'école des langues orientales. Et puis pendant 3 ans, disons, dans ce Soudan français de l'époque, on s'est trouvé dans le pays sénoufo du Sud, qui avait une culture magnifique, merveilleuse, des grands sculpteurs, des paysans très enracinés, et on y parlait du là. Bon. On s'est sentis comme des poissons dans l'eau, et on était vraiment à contre-pied, disons, de l'esprit de l'administration coloniale, ce qui n'était pas toujours commode. Après ces 3 années où nous avions beaucoup appris au contact et dans le dialogue, notamment avec les anciens, pas avec les gens de toutes les générations, le gouverneur du Soudan estime que nous avons des relations jugées incongrues avec les jeunes cadres africains qui rêvaient déjà de liberté, d'indépendance. Et donc, on n'était pas personne grata pour revenir au Soudan. Et en punition, on m'a affecté au Sénégal, pensant que j'allais me diluer dans la grande ville de Dakar et que du coup, mes idées un petit peu biscornues, disons, se dissoudraient en même temps. Mais là, miraculeusement, je retrouve Senghor, qui était donc député du Sénégal. Et je retrouve aussi au Sénégal les amis étudiants africains qui étaient rentrés, leurs études finies, et qui prenaient des places, et qui m'ont ouvert les portes, disons, alors de l'autre versant du monde. La première traversée du miroir, je l'avais faite, si vous voulez, en me plongeant dans le monde paysan. Et là, c'est l'Afrique urbaine. Je passe 1 an à Dakar, puis après à Saint-Louis. Le gouverneur de Saint-Louis m'appelle à son cabinet. Et puis la loi cadre de 1956 arrive, qui donne une première autonomie. Il y a un gouvernement qui va se mettre en place, un gouvernement sénégalais, avec une autonomie limitée, mais qui va gérer les affaires de ce qu'on appelait le territoire à l'époque. Et donc, le premier chef du gouvernement, qui était vraiment l'alter ego de Senghor, qui s'appelait Mamadou Dia, devient chef du gouvernement, et Senghor me demande avec force d'entrer au cabinet de ce chef du gouvernement. J'y entre, bien sûr, avec plaisir, avec conviction, avec joie. Et là, je noue une relation profonde avec Mamadou Dia, qui était un homme exceptionnel, lui aussi. Bon. Et là, j'ai cheminé pendant toute cette période-là, si vous voulez, la grande période de transition coloniale. J'ai vécu tous les événements par lesquels le territoire d'outre-mer est passé pour devenir pays indépendant. Avec des crises, avec des moments de bonheur, des moments de difficultés extrêmes, etc. Mais ça m'a vraiment profondément marqué et je me suis senti comme un acteur témoin dans tout ça. Bon. En particulier entre Dia et Senghor, parce que j'avais l'amitié de l'un et, disons, l'amitié de l'autre. Et la confiance. J'étais directeur de cabinet de Mamadou Dia pendant toute cette période de passage à l'indépendance-là. J'ai vécu des événements très forts. En particulier, en 1959, le général de Gaulle, donc, qui avait donné davantage de pouvoir aux autonomies internes, eh bien, décide de faire un grand référendum en 1958, plutôt, hein, fin 58. Et où les pays d'outre-mer doivent choisir entre 3 statuts. Ou bien ils acceptent de s'assimiler et de devenir département français, ou bien ils sont territoire d'outre-mer mais État de la communauté, ou bien l'indépendance. Pure et simple. Et à ce moment-là, ils sortent de la maison, qui se débrouillent. Alors ça a été une période extrêmement tendue, difficile, dramatique, tragique, parce qu'effectivement, disons, la maturité suffisante de l'évolution des choses ne permettait pas de choisir facilement les choix qui s'imposaient. Une grande partie des cadres africains, des responsables africains, des intellectuels africains disaient l'indépendance, on ne peut pas la refuser. C'est fondamentalement un objectif. Et puis en même temps, disons, d'autres, ou
certains parmi eux disaient, mais si on est précipité dans l'indépendance sans avoir les outils de notre liberté, on risque de tomber dans des dominations qui risquent d'être plus rudes encore que celles dont nous voulons sortir. Et à ce moment-là, alors, il y a de grands débats. Un congrès se tient à Cotonou en août 1958, juste avant le grand référendum, où, disons, les différents partis politiques prennent position sur ces options. Le parti des fédéralistes africains, auquel appartenait le bloc démocratique sénégalais de Senghor et de Mamadou Dia, majoritairement prend position pour l'indépendance. Mais avec beaucoup, je dirais, non pas de regrets, mais de réflexions profondes et graves. On ne savait pas trop comment on allait gérer ça. D'autant plus que du côté français, quand les gens partaient dans l'indépendance, eh bien, il y avait probablement à l'esprit l'idée on va punir, disons, les vilains qui quittent le navire. Senghor et Mamadou Dia donc, se retrouvent à Paris peu de temps après, c'était au fin août, et Mamadou Dia et Senghor dialoguent. Senghor avoue à Mamadou Dia qu'il n'était pas véritablement d'accord avec l'option de l'indépendance immédiate. Et va même jusqu'à dire que son ami Pompidou, avec qui il avait discuté, eh bien, avec son ami Pompidou, il avait fait la confidence qu'il préférait finalement rester dans la communauté. Mamadou Dia était partisan de l'indépendance, et il mesure, et vous allez voir ce que je vais vous dire à travers mes propos, deux personnages d'exception, qui étaient des compagnons, et qui ont contribué à cette même histoire, et en la prenant souvent par une sensibilité différente, souvent convergente et pas toujours. Dia dit à Senghor, nous allons choisir l'indépendance, eh bien il faut le faire. Et Senghor disait, oui, mais attendons, c'est prématuré. Et puis Dia, qui avait aussi une connaissance de l'économie sénégalaise, se rendait compte qu'il y avait des choses à prendre en compte dans les réflexions de Senghor. Et là, il y a eu un dialogue tragique entre ces deux hommes. Senghor disait, attendons 20 ans. Et Dia disait, c'est pas possible. L'histoire court trop vite. Ils ont négocié entre deux, et finalement, Senghor a admis que l'indépendance, il fallait en fixer le terme au maximum dans 4 ans. Et 10 ans alors, avec Dia, nous allons voter oui au référendum pour rester dans la communauté française, mais en annonçant la couleur et en disant ces 4 années qui viennent vont être les 4 années de préparation à l'indépendance, et au bout de ces 4 ans, de toute façon, nous prendrons l'indépendance, et armés de tout ce qu'il fallait faire pour l'aborder dans les meilleures conditions. Dia se rendait compte aussi que s'il avait gardé une position différente de celle de Senghor, c'était l'éclatement du mouvement politique, et c'était vraiment un préjudice mortel pour ce que représentait leur mouvement dans ces conditions tragiques. Donc ils rentrent au Sénégal et ils annoncent à leurs compagnons l'issue de leur réflexion, et là, un clivage. Une partie d'entre eux, et surtout dans le monde intellectuel, quittent le mouvement sénégalais, fondent un parti de l'indépendance, parti de regroupement africain, et les autres restent, disons, se rallient à la position de Dia et de Senghor. Alors là, il y avait un pari, si vous voulez, qui était fait, quand même, pas qui était un pari courageux, mais lourd, que dans 4 ans, on puisse vraiment faire admettre à la France que l'indépendance devait advenir. Bon, le référendum se passe en 1958.
une grande majorité vote oui à la communauté française. Il y a donc un conseil de la communauté qui se met en place, présidé par De Gaulle, réunissant les chefs d'État des pays qui avaient voté oui. Et là, pratiquement tous les pays africains, finalement, avaient voté oui, sauf la Guinée. Sékou Touré, alors moi j'ai vécu ça de très près, j'ai bien connu aussi Sékou Touré. Sékou Touré avait, disons, des problèmes de position personnelle dans son parti, et finalement, le choc entre lui et De Gaulle, ils avaient probablement un ego très développé l'un comme l'autre, avait abouti à un clash à Conakry. Et Sékou s'était engagé à voter non et il ne pouvait plus faire marche arrière. Et De Gaulle a chassé en quelque sorte. Alors tout ce qu'il pouvait y avoir de lien de la France à la Guinée, ça a été une aventure assez terrible. Bon, mais dans les autres pays qui avaient voté oui, alors là il y avait deux clans. Il y avait, disons, des pays comme le Sénégal. Ils étaient 4 au départ, le Sénégal, le Mali, qui était le Soudan à l'époque, la Haute-Volta et puis le Dahomey, qui disaient nous voulons aller vers l'indépendance, mais pour ça, il faut qu'on unisse nos forces. Si on y va comme petits États dans ce circuit, on va être mangés par plus fort que nous. Donc il faut qu'on fasse une fédération entre nous. Et il y avait d'ailleurs une fédération administrative déjà, qui s'appelait la Fédération d'Afrique occidentale. Et là, disons, les Français n'avaient pas voulu qu'on donne l'autonomie à la fédération. Parce que le diviser pour régner était à la clé chez beaucoup de responsables français. Alors, les fédéralistes décident de faire la fédération quand même. On choisit un sigle prestigieux. On appelle cette fédération la Fédération du Mali. Pourquoi la Fédération du Mali? Parce que du temps des empires médiévaux, l'empire du Mali faisait partie des gloires historiques africaines. Donc on restaurait en quelque sorte le souvenir de cette grandeur passée pour armer l'avenir à construire. Et 4 États font partie de cette fédération. Le Sénégal, le Soudan, le Dahomey et la Haute-Volta. Une constitution est débattue, etc. Et puis une assemblée fédérale se met en place à Dakar. Et les Français n'étaient pas du tout impliqués dans ce circuit. C'était un mouvement fondamentalement africain. Donc il fallait aussi confronter, disons cela, avec la position française. Et puis là, les manœuvres de division jouent très fort. Senghor apparaissait comme le leader de ce mouvement, disons, fédéraliste, là. Les manœuvres venant d'autres pays qui avaient des positions différentes, en particulier de la Côte d'Ivoire, où la figure d'Houphouët-Boigny était la figure dominante, et Houphouët-Boigny ne comprenait pas du tout Senghor, et en voulait beaucoup à Senghor. Ils avaient d'ailleurs des origines tout à fait différentes. Senghor lui apparaissait comme un intellectuel brillant, Houphouët-Boigny était un planteur. Bon, et puis la Côte d'Ivoire se voyait comme riche, et le Sénégal était pauvre. Et puis Houphouët lâchait des petites phrases comme celle-ci, disons, je ne veux pas que nous soyons pillés par les affamés du Sahel, disait-il. Les affamés du Sahel. Bon, et là, donc, la Côte d'Ivoire jouait contre la fédération. Et la Côte d'Ivoire commandait la Haute-Volta, qui était dans son arrière-pays, etc., qui avait besoin de la Côte d'Ivoire comme accès sur la mer. Donc pression, le leader de Haute-Volta, finalement, va revenir sur le serment qu'il avait prononcé dans la salle de l'Assemblée fédérale, et j'étais présent, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et quant aux Dahomey, les Dahoméens de l'époque, béninois d'aujourd'hui, la France leur avait promis de construire un grand port à Cotonou. Et puis là, les Français leur ont dit, si vous vous embarquez dans cette histoire, vous n'aurez pas de port à Cotonou. Donc les Sénégalais se sont retrouvés finalement avec les Soudanais, Modibo Keïta d'un côté, Senghor de l'autre, comme les
les seuls en piste pour ce grand projet, décidés à essayer de le tenir, mais vraiment avec la conscience que peut-être c'était une entreprise perdue d'avance, parce que, disons, au lieu d'être un groupe, on se retrouvait dans un couple conjugal, avec les difficultés de la conjugalité administrative et politique. Et d'assez grandes différences dans la tradition. Modibo Keïta, lui, venait plutôt de ce qu'on appelait le RDA, qui avait été lancé par Houphouët, mais lui était fédéraliste, à la différence d'Houphouët. Senghor était plus... alors là, je reviens plus à l'histoire de Senghor, parce que c'est aussi de ça que nous devons parler. Qui était Senghor, finalement? Senghor était le fils d'un commerçant sénégalais qui appartenait à l'ethnie Sérère, qui est une ethnie paysanne, qui est au sud de Dakar, dans la région qu'on appelle le Sine Saloum. Mais il avait un comptoir sur la côte et il était commerçant, le père de Senghor. Assez aisé, d'ailleurs. Il avait 3 femmes. Et une de ces femmes était restée au village d'origine, à Djilor. Et Senghor était un fils de cette femme de Djilor. Là, il a été élevé par sa mère dans le pays sérère profond. Et là, selon la coutume sérère, eh bien, l'oncle maternel a un rôle très important. C'est un régime matrilinéaire. Donc, il a été élevé par son oncle maternel et sa mère. Bon, son père était loin, sur la côte. Et il s'est imprégné, disons, de toute la vie profonde, la vie rurale de l'époque, la vie des paysans, la culture des paysans. Et avec un bonheur, et quand il en parlait, c'était son royaume d'enfance. Et puis, tout allait très bien, jusqu'à l'âge de 8 ans. À cet âge-là, son père décide de le faire revenir dans le giron paternel, et puis finalement de le confier aux missionnaires. Et voilà donc le petit Sérère, paysan, vagabond, imbibé de la sagesse de son oncle maternel, le voilà chez les bons pères, à l'école, apprenant le wolof et le français, apprenant à lire et à écrire, et dans un univers qui était totalement différent de celui qu'il avait connu avant, ce qui est un choc pour lui. Alors en même temps, le jeune Senghor était fasciné par les richesses de ces cultures qu'il découvrait, surtout de la culture française. Et il y avait une sorte de contradiction en lui, la volonté de rester en prise avec ses racines, dont il sentait vraiment qu'elles étaient profondes, riches, et puis en même temps la fascination de tout ce qu'apportait cette culture française. Et puis entre les deux, les bons pères, qui étaient des pères du Saint-Esprit, et à l'époque, disons qu'ils se voyaient un peu comme des agents civilisateurs de populations qui ne l'étaient pas très. Et donc, on lui disait, il faut que tu deviennes civilisé. Bon, alors il se laissait civiliser tout en rechignant à fond à cette manière qu'on avait de vouloir le civiliser. Et puis, ça a accompagné pendant tout un temps. Donc, en même temps, il était fasciné par ce monde chrétien qu'il découvrait, avec ce qu'il pouvait y avoir, disons, dans les idéaux du christianisme qu'il découvrait, des valeurs de charité, d'amour, de solidarité. Et il était très sensible. Et puis, quand il était donc adolescent, il se disait finalement, je voudrais être prêtre. Je voudrais être prêtre parce que comme ça, j'apporterai le meilleur de tout ça et peut-être à partir de ce meilleur, on pourra concilier les deux. Tout ce que je vous dis là, il me l'a confié. Parce que des années après, j'avais demandé à Senghor s'il acceptait que je l'interviewe sur ce que j'appelais son autobiographie éducative. Et j'ai enregistré 4 heures de récit de Senghor de sa propre histoire, sa propre enfance. Je ne fais que vous en retraduire l'essentiel. Et alors, effectivement, il est pris dans ce mouvement-là, il se dit, bon,
je vais, moi, aller vers la prêtrise, et puis en même temps, eh bien, je vais entraîner ma civilisation d'origine dans cette voie d'ouverture chrétienne. Bon. Le temps arrive où il doit entrer au grand séminaire. Et là, ses supérieurs, le verdict tombe, un coup près. Le jeune Senghor apparaissait comme trop indiscipliné, et puis pas assez sûr probablement sur les chances qu'il pouvait donner de garantir les vœux, la fameuse chasteté, tout ça qu'on pouvait avoir dans la prêtrise, hein. Et on lui refuse l'entrée du séminaire. Il était au niveau du bac, donc il quitte ce monde-là, et puis le voilà au premier cours secondaire qui était en place à Dakar, qui allait devenir le futur lycée de Dakar. Il passe son bac, bien, très bien. Et puis là, alors effectivement, quand même, il a des relations, son père a des relations en Europe, hein. Et le jeune Senghor, qui apparaît comme un homme un peu brillant, eh bien, il débarque à Paris l'année de ma naissance, en 1928. Un jour très gris. Il s'inscrit à l'université. Et là, à l'université, il est dépité parce que cette culture étudiante, là, lui paraît quand même très, très, très rébarbative. Puis il n'y avait pas beaucoup d'étudiants africains à l'époque. Finalement, ses maîtres lui conseillent de s'inscrire en Hippocagne au lycée Louis-le-Grand. Il est assez brillant pour y accéder. Et là, la confraternité des classes se prépare, lui ouvre, disons, un champ. Et puis d'autres arrivent. Là arrive Césaire, plus jeune que Senghor. Bon, vraiment. Puis là aussi, parmi ses camarades, ses vieux copains, comme il dit, voilà, un certain Georges, dont le nom de famille était Pompidou, qui était sur le même banc que lui, dans la classe de prépa, tout ça. Puis il découvre la poésie française, tout ça. Bon. Puis, donc, finalement, ça ne marche pas pour lui. Il se présente au concours de Normal Sup, il est parçu, mais il est quand même brillant. Et il passe l'agrégation de grammaire. Premier Africain agrégé de grammaire, 1935. Bon. Et là, alors, effectivement, avec Césaire et puis d'autres, il y avait aussi Léon Damas, qui était un Antillais, pas brillant, qui était... Ouais, il commence à prononcer le mot magique, qui était le mot de négritude. Le mot de négritude, pour eux, pour Senghor, pour Diaz, ça voulait... Pour Césaire, ça voulait dire que dans les racines de leur histoire, eh bien, il y avait une civilisation qui était méprisée, qui était méconnue, et qui représentait vraiment un trésor qu'on ne pouvait pas, disons, évacuer, qu'il fallait vraiment le mettre en évidence. Et les voilà qui deviennent champions de la négritude. Alors, dans le Paris de cette époque-là, ils fréquentent des milieux intellectuels. C'est aussi, il y a des avant-gardistes, notamment, qui n'étaient pas encore célèbres, mais qui commençaient à l'être quand même. Picasso, tout ça, bon, voilà. Ils fréquentent tout ce monde-là. Et puis voilà Senghor qui est nommé prof dans un lycée. Il est nommé prof dans un lycée d'abord à Tours. Et puis après, il est muté dans un lycée à Sainte-Maure, dans banlieue parisienne. Puis la guerre arrive. Entre-temps, disons, il était revenu à Dakar. Et au moment du Front populaire, le gouverneur, qui était quand même, disons, issu du Front populaire et qui avait des idées plus ouvertes, reçoit Senghor à Dakar. Et il y a une grande conférence organisée par le gouverneur avec les notables, les huiles, y compris du secteur privé. Et Senghor fait une grande conférence sur la culture africaine. Et en particulier sur la nécessité de ne pas laisser se perdre le trésor des langues, ce qui provoque une certaine consternation chez ses interlocuteurs. Mais là, il a pris position fermement. Bon. Puis il rentre, voilà. La guerre de 1939 arrive, il est mobilisé. Il est mobilisé, disons, avec les tirailleurs sénégalais, hein, et bien qu'agrégé. Et puis il est fait prisonnier. Il va rester 18 mois prisonnier, dans les camps de prisonniers. Là, il organise avec ses camarades de captivité du travail d'alphabétisation, tout ça. Puis toute sa conscience
identitaire et culturel ne fait que s'affirmer. Puis là, il retrouve chez ces tirailleurs là, qui n'avaient pas du tout connu le même destin que lui, qui étaient restés plus enracinés dans le terroir, il retrouve la civilisation des racines. Et il se met à l'écoute, et là, c'est le donner et le recevoir. Il se met à l'écoute de ceux qui savent plus que lui ce qu'il y a dans la profondeur, et puis il apporte, lui, l'ouverture. Et puis, bon, il a des ennuis de santé. En 1940, fin 1942, il est libéré pour raison de santé. Et puis, bon, il reprend son travail de prof. Et puis, la guerre se termine en 1945. Donc, alors, là, si vous voulez, il y a vraiment un moment très fort dans l'histoire à la fois française et africaine. Qu'est-ce qu'on allait faire des colonies après la guerre? Et alors c'était d'autant plus important que le choc de la guerre avait lancé vraiment les débuts de l'indépendance dans le vaste monde pour certains pays. 1947, l'indépendance de l'Inde, qui était le fleuron des colonies anglaises. Et à partir de ce moment-là, donc alors la question a été posée. L'indépendance, de toute façon, finalement, puisqu'elle est arrivée pour l'Inde, il n'y a pas de raison qu'elle n'arrive pas aussi pour les autres. Et alors là, si vous voulez, il y a un mouvement dominant qui se fait à l'intérieur du système français qui dit, mais finalement, nous sommes liés à ces Africains-là. Il faut qu'on les accueille dans notre communauté nationale. Ça se développe autour de ce qu'on appelle la politique d'assimilation. Politique d'assimilation, eh bien, on va vous permettre de devenir enfin des citoyens à part entière, mais pour ça, il faut que vous deveniez, disons, culturellement des citoyens français à part entière. Donc, s'assimiler véritablement. Et alors là, Senghor et Césaire se sentent pris à contre-pied, parce que si on leur dit, si vous voulez avoir des droits civiques et à égalité avec les autres, il faut abandonner votre culture, il faut que vous deveniez vraiment des enfants de la culture française. Autrement, eh bien, effectivement, vous n'avez qu'à rester au dehors. Quand je me remémore ça, je me dis, mais c'est un problème qu'on entend aujourd'hui, ça. Si vous voulez devenir accueilli par la société française, il faut abandonner vos racines. Alors, comment faire? Alors, Senghor, maintient la négritude, et à ce moment-là, on est dans la dominante de l'assimilation. La France va créer ce qu'on appelle l'Union française, c'est-à-dire les territoires qui composent l'Empire français vont progressivement, recevoir des pouvoirs de citoyenneté, mais à condition qu'ils s'assimilent. Et alors, à ce moment-là aussi, on va leur donner, on crée par exemple des conseils généraux dans les départements dans les territoires d'outre-mer. Donc ils commencent à gérer leurs affaires locales, mais tout à fait dans l'esprit, pas de la Troisième République à l'époque, effectivement. Et alors là, au Sénégal, qui est un peu en pointe dans ce domaine, il y a un parti SFIO qui se met en place, avec un leader qui s'appelait Lamine Gueye, qui était d'ailleurs maire de Dakar. Vous voyez, on entrait dans la civilisation française classique. Et puis Lamine Gueye était alors un urbain. Et il y avait quand même deux catégories dans la citoyenneté de l'époque. Il y avait ce qu'on appelait le premier collège et le deuxième collège. Premier collège, ceux qui étaient originaires des 4 communes qui étaient vraiment, disons, depuis longtemps urbanisées. Dakar, Saint-Louis, Rufisque et Gorée. Et qui avaient des prérogatives, disons, déjà de citoyenneté française. Et Lamine Gueye était de ceux-là. Et alors, eux votaient d'une certaine manière. Et il y avait un deuxième collège qui était les indigènes. Senghor appartenait au collège des indigènes, parce qu'il n'était pas originaire de ces 4 communes-là. Bon. Puis on fait quand même, au Sénégal, on va désigner des députés,
Et là, un pas en avant, allez, on fait une liste commune pour les deux collèges. Et Lamine Gueye se retourne, qui était plus âgé que Senghor, il se retourne vers Senghor et lui dit « Mais viens sur ma liste, tu vas être élu député sur ma liste, tu vas représenter le deuxième collège. » Senghor, qui avait adhéré au Parti socialiste, d'une certaine manière, à l'époque, avant la guerre, bon, et pendant la guerre, bon, il s'embarque avec Lamine Gueye dans ce parti SFIO sénégalais-là. Puis très vite, il se rend compte qu'effectivement, il y avait quand même, disons, ce virus de l'assimilation pure et simple, à la clé. Mais il faut abolir la différence, mais à condition que l'abolition de la différence soit aussi l'abolition de la culture, de ceux qui étaient différents avant. Et puis en 1948, Senghor fait dissidence et dit non, ça, je quitte ce parti et je crée mon propre parti qui va être un parti, disons, de l'enracinement. Et il crée le Bloc démocratique sénégalais, qui se veut socialiste, d'une certaine manière, mais un socialisme africain qui soit affranchi par rapport à tous ces modèles-là extérieurs. Et là, il rencontre un homme, disons, d'une qualité assez exceptionnelle, le jeune Mamadou Dia, qui était plus jeune que lui, qui était un instituteur, mais qui avait un rayonnement, disons, tout à fait fort. Et alors avec la différence très, très, très contrastée entre les deux hommes, parce que Senghor est parti pour construire et reconquérir sa négritude. Elle ne lui était pas donnée de plein pied, parce qu'il avait été, si vous voulez, à partir de 8-9 ans, chez les missionnaires, puis après ça en Europe. Mamadou Dia, lui, c'est un fils. Il était né à Khombol, dans la région de Thiès, fils de paysan, pas vraiment un paysan d'ailleurs originaire du fleuve, les Dia, et totalement possesseur de sa culture des racines, puis avec un caractère très profond, culture. Un exemple que me racontait Mamadou Dia, ils avaient monté un petit cercle à quelques-uns des instituteurs qui étaient passés par l'école William-Ponty, qu'ils appelaient le cercle de l'authenticité, qui était exactement sur les mêmes lignes que la négritude. Mais ils ne savaient pas que Senghor et les autres avaient fait ça à Paris. Ils se réunissaient à Saint-Louis. Bon, il y avait Sadji, il y avait Mamadou Dia, il y avait Farandia, quelques-uns. Et ils étaient passionnés par cet enracinement-là. Et puis, comme instituteurs, l'inspection d'académie leur prescrivait de ne plus s'habiller à la sénégalaise. Il fallait s'habiller à l'européenne. Donc il fallait mettre un casque colonial. Il fallait surtout pas en classe en boubou. Et un jour, Mamadou Dia et Ablaye Sadji vont sur le pont Faidherbe à Saint-Louis, tu le connais, et solennellement jettent leur casque colonial dans le fleuve. Un geste médiatisé, on peut dire. Ils sont immédiatement déférés en conseil de discipline et mutés pour raisons disciplinaires. Et Mamadou Dia se retrouve dans une petite école de fin fond de brousse, à Ficelle, dans la région de Mbour. Et à partir de là, alors, Mamadou Dia, lui, travaille avec les paysans. Il est promoteur de coopératives paysannes, qui sont vraiment pour lui les débuts de l'émancipation en termes économiques. Et puis ces deux hommes-là se rencontrent, la rencontre est miraculeuse. L'un a apporté à l'autre. Dia était passionné par Senghor et par la négritude que Senghor apportait intellectuellement. Puis en plus, il y avait son talent poétique qui commençait vraiment d'éclore. Et puis Senghor était fasciné par Dia, qui était vraiment, disons, dans l'authenticité totale. En plus, qui était musulman. Mais un musulman soufi, pas un wahhabite. Et donc, ils font tandem tous les deux, ils fondent le Bloc démocratique sénégalais ensemble en 1948. Et alors là, effectivement, commence une nouvelle étape de la vie politique sénégalaise. Et bon, moi, je l'ai... 48, l'année où ça se passait, et j'étais élève de Senghor à l'école de la France d'Outre-mer. Et le dernier quart d'heure des cours de Senghor, il nous donnait des nouvelles du pays, il nous racontait tout ça. C'est complètement passionnant. Entre parenthèses, je termine quand même le début de récit que j'avais commencé sur la vocation religieuse de Senghor, parce que c'est très intéressant. Senghor, quand il me raconte ça dans sa interview, il me dit, vous comprenez, j'avais la vocation religieuse. Et quand j'ai été exclu
de l'accès au séminaire, eh bien, je me disais en moi-même, et je me dis encore d'une certaine manière, si j'étais devenu prêtre, je serais certainement devenu évêque. Il marque une petite pause, il dit, peut-être même, oui, cardinal. Puis il marque encore une petite pause, il dit, avec un petit sourire en coin, peut-être plus. Ben, voilà. Mais en même temps, disons, il a vécu, enfin, sa vie avec toute cette richesse. Et alors, Dia et Senghor étaient totalement complémentaires. Dia connaissait tous les problèmes du pays, les problèmes du monde paysan. Il était passionné. Et instituteur, il avait été élu sénateur. Senghor était député, Dia sénateur. Et quand il arrivait à Paris, au Palais du Luxembourg, qu'est-ce qu'il faisait? Il se passionnait par l'économie, il se plongeait dans l'économie. Puis il rencontre un grand économiste français, François Pérou, qui est passionné par ce jeune Sénégalais, là, qui est vraiment plein d'intelligence. Et puis, Pérou va devenir, disons, le tuteur de Mamadou Dia dans ses études économiques. Et il avait donc vraiment une connaissance très profonde de l'économie, mais en même temps de l'intériorité du problème. Et là, Dia est complètement passionné par l'idée de dire, si on veut acquérir l'indépendance et la citoyenneté, eh bien, il faut aussi qu'on puisse, disons, être libre économiquement. Or, le Sénégal, à l'époque, était dans le régime de ce qu'on appelait l'économie de traite. Qu'est-ce que c'était l'économie de traite? L'économie de traite, à partir de 1840, on introduit l'arachide au Sénégal. L'arachide venait d'Amérique du Sud. Et puis ça devient l'oléagineux principaux et l'administration pousse à marche forcée la culture de l'arachide dans tout le Sénégal. Et souvent d'ailleurs au détriment des cultures vivrières. Et puis les grands huiliers métropolitains, ils voient un pactole pour fournir le marché français et européen en oléagineux, etc. Et donc l'arachide devient la clé de voûte de l'économie sénégalaise. Et le prix de l'arachide est fixé par le gouvernement et tout ça. Et le paysan est donc en quelque sorte étranglé par tout ça. Il s'endette, mais on l'oblige à passer par le marché de l'arachide. Donc Dia dit, si on veut aller vers la liberté et l'indépendance, il faut mettre bas l'économie de traite. Et pour ça, il faut absolument... Alors là, je rejoins mon fil de tout à l'heure. Au lendemain du référendum, donc dire, nous allons en 4 ans bâtir les conditions de l'indépendance, et Dia et Senghor étaient totalement ensemble là-dessus, eh bien, nous allons bâtir cette indépendance. Il faut arriver à détruire cette économie de traite pour remettre l'économie rurale entre les mains des paysans. Et pour ça, il faut que les paysans soient éduqués à ça, qu'ils puissent créer leur propre et gérer leur propre modèle. Et alors, il y avait ceci, si vous voulez, de terrible à l'époque, c'est que il y avait une frange des générations qui étaient passées par l'école primaire à la française, et puis les autres n'étaient pas scolarisés, ou à peine scolarisés, etc. Et donc, il fallait que les citoyens puissent aussi, disons, acquérir l'éducation qu'il fallait. Et alors là, au lieu de dire, comme on l'a fait souvent, généralisons l'école sans poser la question du modèle, qui veut dire importons pour tout le monde le modèle de l'extérieur, Dia dit il faut une éducation populaire, qui soit une éducation paysanne. Et il lance ce qu'il appelle l'animation rurale, en 1958-59. C'était passionnant. Ça voulait dire créer des cercles d'éducation dans tous les villages, avec des délégués paysans, qui, effectivement, acquéraient les connaissances nécessaires pour être eux-mêmes les transformateurs de leur vie et aussi les gérants de leurs racines. Et là, il parlait d'autogestion, autogestion paysanne, et il disait, ce qui va relayer l'économie de traite qu'on va mettre par terre, c'est pas une classe, disons, de capitalistes sénégalais qui vont remplacer les capitalistes blancs, mais on va créer une économie sociale, une économie coopérative et sociale, avec des coopératives puissantes. Et on lance ça, mais ça exigeait
que les paysans soient vraiment formés pour ça. Et l'animation rurale le faisait remarquablement. Et en même temps, alors Dia, chef du gouvernement, il fait une réforme complète de l'administration sénégalaise, de façon à ce que les circonscriptions administratives, que tous les services techniques agissant dans un espace déterminé travaillent en équipe. Autant le directeur d'école que l'infirmier, que le cadre d'agriculture, que l'assistant social, une équipe polyvalente. Et ayant comme interlocuteur, eh bien, le collectif des coopératives paysannes, de façon à ce que le développement devienne un pacte entre ces deux volets-là, les représentants de l'État et les représentants de la société civile organisée. Et Dia disait, notre socialisme africain, et Senghor le soutenait à l'époque, ça doit être un pacte entre l'État et la nation. Et on va répercuter ça à tous les niveaux. Le projet était passionnant. Moi, j'étais au cabinet de Dia, j'étais complètement jusqu'au cou engagé avec lui là-dedans. On se disait, bon, là, il y a vraiment des choses qui dépassent largement, d'ailleurs, notre expérience sénégalaise. Mais les obstacles commencent à surgir. Premier obstacle, la chambre de commerce de Dakar, qui était tenue par les puissances de l'arachide. Les huiliers de Marseille, de Bordeaux et tout ça, qui avaient leurs représentants. Et alors, effectivement, eux veulent à tout prix bloquer cette expérience. Puis, se joignant à eux, un certain nombre des grands marabouts sénégalais qui utilisaient, disons, les talibés comme leur main-d'œuvre, qui contrôlaient leurs propres coopératives. Et les coopératives de Dia étaient des coopératives autogérées. Bon, alors effectivement, voilà, c'est le deuxième composant. Et la troisième, c'était dans le personnel politique de l'époque, il y avait, disons, une clientèle qui était, disons, selon la Troisième République. Et alors, effectivement, à un moment donné, il fallait qu'on passe des seuils. Et au bout des 4 ans, eh bien, tout l'espace rural sénégalais devait être dans le nouveau système. Et il fallait abattre Mamadou Dia à tout prix. Et à ce moment-là, alors, effectivement, disons, cette coalition-là a commencé à saper le travail de Dia et à faire le siège de Senghor, qui était, après l'éclatement de la Fédération du Mali, enfin, c'est une autre histoire, devenu président de la République, mais dans un régime qui n'était pas un régime présidentiel, où le chef de gouvernement, disons, déterminait la politique de la nation. Et ils font le siège de Senghor pour dire à Senghor, attention, Mamadou Dia, il veut créer une république islamique, toi tu es chrétien, il veut te ficher en l'air. Ils vont faire fuir les capitaux français et les investisseurs. On connaît bien ce chapitre-là. Et progressivement, eh bien, il se passe un drame. Les députés qui étaient dans cette voie-là déposent une motion de censure sans consulter le parti dont ils étaient tous membres. Et alors là, la grosse question est de savoir, est-ce que Senghor va bloquer ça? Ou bien est-ce que, disons, on va laisser Dia abattu de cette manière-là, alors qu'on était vraiment au moment le plus crucial du passage, disons, à plein régime du système. L'Assemblée décide de voter la motion de censure avant que se réunisse le parti, le comité national du parti. Et là, Dia intervient pour empêcher le vote de la motion de censure. Et aussitôt, et Dia disait, je m'en remets à la décision du parti qui nous a tous donné. Il fallait 4 jours pour ça. Bon, et puis là, alors effectivement, bon, les frondeurs, si vous voulez, pour les appeler aussi comme ça, eh bien, disent à Senghor, il a violé la Constitution. Et puis Senghor se laisse embarquer dans cette affaire. Et Mamadou Dia est emprisonné et évacué du système. On crée un régime présidentiel. Et puis le Sénégal, disons, sort de cette aventure vraiment passionnante, tout en disant, bon, on va continuer, mais comment va-t-on continuer si on n'a pas les acteurs majeurs de ça? Et alors, progressivement, si vous voulez, le Sénégal s'est engagé dans une sorte de troisième voie, qui était, disons, mi-figue, mi-raisin. Dia, condamné par une cour politique, et Senghor ne s'y est pas opposé, condamné à la détention perpétuelle pour coup d'État,
déporté à Kédougou dans des conditions pénales très très dures. Hein. Et puis, bon, ben, voilà, le Sénégal s'engageant dans cette voie. Alors, moi, j'ai quitté le Sénégal juste avant ces événements-là. Senghor me demande de revenir, Dia étant en prison. Je fais dire à Senghor, parce que ça se passait par personne interposée, je ne peux pas, moi, retourner au Sénégal alors que Dia est en prison. Hein. Bon, Dia est un peu fâché, Senghor est un peu fâché. Moi, je change complètement de cadre et je me lance, disons alors à ce moment-là, dans une aventure associative. Il y a des associations qui avaient prêté le concours à tout ce plan de Mamadou Dia, là, une s'appelait l'IRFED et l'autre l'IRAM, qui me demandent de quitter l'administration et d'entrer dans leurs responsabilités, ce que j'ai fait, hein, pour travailler dans d'autres pays et exporter tout ce qu'on avait appris à faire avec les Sénégalais, hein, bon, en termes d'animation rurale et tout ça. Bon. Donc je sors du jeu. Et puis, le temps passe, 3 ans, 4 ans, je retrouve une opportunité de dialoguer à nouveau avec Senghor. Senghor m'ouvre les bras, me dit vraiment, bon, vous êtes mon élève du choix du cœur, etc. Bon, et moi je dis à Senghor, quel drame que vous soyez séparés de Mamadou Dia. Et les gens n'osaient plus en parler, parce que Senghor avait aussi mauvaise conscience à l'époque. Et je faisais partie des très rares qui pouvaient en parler. Et à ce moment-là, alors effectivement, bon, on discute, je mets les choses tout à fait cartes sur table, et Senghor me dit, écoutez, je voudrais quand même aller vers une libération de Mamadou Dia, mais il faut que les circonstances le permettent, et je vous demande d'être mon intermédiaire. Ça a mis beaucoup de temps, ça a mis plusieurs années, et j'ai mené la négociation entre Senghor et Dia pour que Dia puisse sortir de prison sans conditions politiques. Ça s'est fait au bout de 12 ans. Là. 12 ans de détention très rude. Et à ce moment-là, alors effectivement, bon, j'ai retrouvé mon dialogue plus direct avec Senghor. On a essayé de sauver ce qu'on pouvait sauver disons, de nos utopies mobilisatrices antérieures. Hein. Et puis j'ai aussi assisté tout le travail que Dia faisait, ne pas vous sortir de prison, très mal en point sur le plan physique. Il est sorti aveugle de prison, parce qu'il n'avait pas été soigné en prison. Hein. Et puis, voilà, mon histoire avec Senghor s'est poursuivie jusqu'à ce que l'un et l'autre, disons, prennent le chemin de Outre-Tombe. Hein. Et moi, je me trouve en situation d'être témoin pour raconter cette histoire et éclairer ces personnages. Et alors, je dis à mes amis à qui je parle de Senghor, quand je restitue cette histoire de Senghor-là, j'ai l'impression que ce n'est pas une façon de le diminuer, au contraire. C'est une façon de le grandir parce qu'on a présenté Senghor très souvent en le mettant sur un piédestal, comme une espèce d'homme de perfection, sans une ride, tout en lumière, alors qu'il y avait des ombres et des lumières, comme dans tout humain. Et je dirais, Senghor, si on veut avoir la clé, c'est un homme qui a eu l'immense mérite de fixer les horizons de la négritude et de restitution de la dignité culturelle, et qui a été lui-même affronté à la construction de sa propre négritude, non sans contradiction. Et ça, enfin, c'est une leçon qui passe à travers les décennies du temps. Et ça, je crois qu'il faut le dire. Alors, j'ai écrit tout ça. J'ai écrit un livre sur mon histoire sénégalaise qui s'appelle « Sénégal, notre pirogue ». Pourquoi notre pirogue? Parce qu'en wolof, Sunyugal, ça veut dire notre pirogue, et c'est l'étymologie du Sénégal que j'ai publié aux éditions Présence africaine. Voilà. Bon, je vous ai livré un récit un peu long, peut-être, mais j'espère que vous ne l'avez pas perçu trop pesant. Et en tout cas, je suis à votre disposition pour en parler d'une manière qui vous conviendra. Monsieur Koundour, je suis le président de la FADERMA, Fédération des associations de la région Matam pour le développement. C'est un plaisir d'autant plus que j'ai une petite anecdote à vous raconter. Peut-être que vous allez m'aider aujourd'hui à connaître mon âge. Parce que souvent, chez nous, puisqu'on n'est pas déclaré au bon moment, et récemment j'avais une discussion avec ma mère et il me dit, quand Mamadou Dia est arrêté, j'avais 3 mois. J'étais enceinte 2 fois. Donc, à quelle date exactement, M. Mamadou Dia était arrêté? On va éclaircir le mystère. Le 17 décembre
1962. 17 décembre 62. Voilà. Merci. C'est fou, hein? Voilà une première retombée de notre rencontre. C'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Et ma question, au-delà de ce que vous venez de dire, qui est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'économie sociale et solidaire, et on est en train d'entendre que ça a été fondé presque au Sénégal, l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, c'est une science qui porte ses fruits dans le monde associatif et dans l'économie classique, alors que cette pensée-là était en train d'être mise en œuvre au Sénégal. Donc, merci pour cela. Moi, ma question sera la suivante. Quel a été le rôle de l'intelligentsia Peul, et notamment de la féodalité Peul, dans l'arrestation de Mamadou Dia? Alors, l'intelligentsia Peul, et il a raison de dire intelligentsia Peul parce qu'il y a des classes sociales dans le Fouta. Hein. Il y a les Torodo et tous les autres. Enfin, bon, quand je dis Torodo, c'est Torobé d'ailleurs. Hein, bon. Il y a tout ça. Hein. Il y a une partie de ceux-là qui ont été avec Dia. Je pense en particulier à Aboubakry Kane, qui était député de Matam. Hein. Il y en a d'autres, au contraire. Alors là, on tombe aussi sur un phénomène complexe que vous connaissez bien, parce que vous êtes de cette culture-là. C'est que dans cette culture Peul, hein, il y a aussi, disons, des factions et des contradictions. Hein, et parfois même une bipolarisation. Hein. Un peu comme les Corses. Hein, il y a, disons, les tenants d'un clan et puis les tenants des autres clans. Alors il suffisait qu'un clan prenne position par Mamadou Dia pour que les autres le lâchent. Mais, pour répondre à votre question d'une manière plus positive, dans l'équipe de Dia, il y avait un jeune garçon de mon âge, brillantissime, fils de Matam, qui s'appelait Cheramidou Kane, qui était mon ami intime. Et Mamadou Dia avait confié le ministère du Plan à Cheramidou Kane. Et Cheramidou Kane, qui commençait à tirer une gloire internationale, parce qu'il s'est révélé comme très grand écrivain, tout en étant un grand acteur de l'État, publié un roman magnifique qui s'appelait L'Aventure ambiguë, que vous trouverez partout dans les librairies encore jusqu'ici et que je recommande à ceux qui voudraient lire. C'est écrit dans une langue merveilleuse. Cheramidou Kane, ministre du Plan, quand il y a eu les événements, moi je dis les événements et non pas le coup d'État, parce qu'on a dit le coup d'État, mais en fait, c'était une infraction au droit constitutionnel, c'est vrai, mais qui n'avait pas comme objectif de liquider le pouvoir en place. Quand il y a un coup d'État, bien en général, on veut mettre par terre celui qui détient. À aucun moment, Dia n'a voulu mettre Senghor par terre. Mais on a utilisé ce terme de coup d'État justement là pour mettre Dia plus bas que terre. Cheramidou Kane a refusé de continuer à occuper des fonctions au Sénégal tant que Mamadou Dia serait en prison. Et il a tenu parole. Ça a été le début d'ailleurs d'un exil. Enfin, il a été obligé de prendre des responsabilités, notamment l'UNICEF et tout ça. Et je dois dire que quand j'ai négocié avec Senghor, disons, la reprise de dialogue menant à la libération de Dia, Cheramidou Kane a été vraiment mon compagnon. Je l'ai tenu au courant et je vais même vous faire une confidence des dessous de cette affaire. Parce que quand Dia m'a dit « je vais vous envoyer secrètement voir Mamadou Dia », que je n'avais pas vu depuis plus de 10 ans, vous allez lui porter le message suivant, vous allez lui dire que je le libérerai à la condition qu'il renonce à la politique. Bon. Alors je disais à Senghor, ça me paraît difficile que vous puissiez demander à votre compagnon Dia de renoncer à la politique. Bon, mais Senghor me dit, allez-y, j'y suis allé. J'ai rencontré secrètement au fond de sa prison Mamadou Dia. Et Mamadou Dia m'a dit, pour moi, la politique, c'est pas un droit, c'est un devoir.
on peut renoncer à un droit, on peut pas renoncer à un devoir. Mais la politique, pour moi, ce n'est pas attaquer celui qui est en place, c'est tout simplement remplir mes fonctions de citoyen. Donc si on me dit de renoncer à la politique, ça veut dire que je vais me dépouiller de ma qualité de citoyen. Or, je suis un fils du Sénégal, je suis un fils du Fouta, et je tiens véritablement à garder ça, quoi qu'il arrive. Et il me dicte un message à Senghor qui est magnifique, pour lui dire, bon, je peux dire au chef de l'État que je n'ai aucune intention belliqueuse contre les pouvoirs sénégalais, mais que je ne peux pas renoncer, disons, à ma citoyenneté de cette manière. Et ça se termine par une formule extraordinaire. Il dit, je préfère continuer de vivre libre en prison plutôt que d'être prisonnier dehors. Et Senghor a reçu ce message, j'ai transmis le message à Senghor, et il n'était pas content du tout. Il me dit, voilà, Mamadou Dia, il fait la mauvaise tête et tout ça. Alors je plaide, je raconte par le détail à Senghor ce qui s'est passé. Je dis à Senghor, il n'a aucune intention belliqueuse contre vous. Il réclame simplement son droit à la citoyenneté, point. C'est tout. Et Senghor était très gêné, il devait avoir aussi pas mal mauvaise conscience. Et il me dit, bon, je libérerai Dia quand je jugerai que les circonstances sont favorables pour ça. Bon. Dia m'avait dit, après m'avoir dicté le message, tu en gardes une copie, et puis tu transmets cette copie à Houphouët. Et Houphouët avait une grande estime pour Mamadou Dia, parce que Houphouët estimait que Dia était le seul des chefs d'État africains, des responsables d'État africains, qui avait une culture économique. Et j'avais été le témoin d'ailleurs de rencontres entre Dia et Houphouët qui étaient impressionnantes là-dessus. Alors que Houphouët, viscéralement, il ne pouvait pas sentir Senghor. Voilà. Mais Dia, il pouvait dialoguer avec Senghor. Bon. Les années ayant passé, la querelle entre Dia et Senghor était en train de se dénouer au bénéfice, disons, de la communauté africaine. Et Senghor avait accepté de faire son voyage de réconciliation à Abidjan. Moi, je reçois, donc, porteur de ce message, je téléphone à Cheikh Hamidou à Abidjan, Cheikh Hamidou Kane, et je lui dis, voilà, Dia souhaite que tu puisses remettre ce message à Houphouët. Et je l'envoie à Cheikh Hamidou Kane à Abidjan. Abidjan, Cheikh Hamidou Kane demande à rencontrer Houphouët. Houphouët le reçoit. Il lui présente le message. Houphouët est ému jusqu'au tréfonds de lire ce message. Et puis il dit à Cheikh Hamidou, qui me l'a rapporté, il dit, nous, chefs d'État, nous avons quand même le cœur dur, parce que le plus pur d'entre nous est dans la paille des cachots depuis des années, et nous menons notre train de vie. Je ne peux pas supporter ça. Et il fait savoir à Senghor qu'il est d'accord pour la réconciliation Sénégal-Côte d'Ivoire et qu'il fera son voyage qui était déjà programmé de réconciliation d'Houphouët au Sénégal. Mais, disait Houphouët, je ne peux pas aller à Dakar ou à Saint-Louis tant que Dia sera en prison. Senghor est furieux. Et on rouvre les négociations. Et comme dans toute bonne négociation, on trouve un compromis. Houphouët accepte d'aller au Sénégal alors que Dia était encore en prison, mais avec la garantie absolue que 3 mois après, il serait libéré sans condition. Et les choses se sont passées comme ça. Voilà. Donc, oui. Je suis Cécile Amadou, Association Diabou. Moi, je posais une question. Quelle ville À Taverny, dans le Val d'Oise. Qu'est-ce qui a poussé Senghor à démissionner du pouvoir et donner sa à son Premier ministre? Qu'est-ce qu'il a porté? Pourquoi il allait sur le pouvoir et donnait son Premier ministre? Parce que Senghor avait des cadres très rationnels. Il a prononcé cette phrase, qu'il a contestée un peu par la suite, en disant « l'émotion est nègre et la raison est hellène », c'est-à-dire grecque. Et dans les fascinations de Senghor, il disait « nous, Africains, nous devons acquérir la rationalité, de façon à être des hommes complets ». Donc il s'attachait très souvent à prendre des positions, disons, rationnelles. Bon. Et
quand il a choisi Abdou Diouf comme Premier ministre, ben, il avait en face de lui un homme qui était un excellent commis de l'État, très organisé, très bon exécutant. Et Senghor disait, il me l'a dit à moi, à ce moment-là, bon, pour l'avenir du Sénégal, l'avenir est tracé pour 20 ans maintenant, c'est moi qui ai défini les 20 années qui viennent, et Abdou Diouf va exécuter ça. Donc il a choisi Abdou Diouf comme ça. Mais Abdou Diouf, il avait aussi ses arrière-plans. Alors là, les amis sénégalais vont savoir maintenant, de façon très cryptée, ce que je vais leur dire. Abdou Diouf est originaire de la région de Louga, qu'on appelle le Ndiambour. Et les gens du Ndiambour, on dit c'est des Ndiambour. Ça veut dire des gens qui, pour marcher droit, emploient souvent des angles un petit peu contournés. Et donc, les gens qui connaissent bien Abdou, et moi je le connais bien aussi, je pense qu'il avait vraiment l'ambition d'accéder au pouvoir et qu'il se rendait compte que la seule façon qu'il avait, c'est d'apparaître comme le garçon modèle. Et effectivement, Senghor s'est fondé là-dessus. Et dès qu'Abdou Diouf est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite, alors qu'il avait pris l'engagement de prendre comme Premier ministre l'ancien directeur de cabinet de Mamadou Dia qui s'appelait Moustapha Niasse, eh bien, Abdou n'a pas nommé Moustapha Niasse Premier ministre, il a nommé Habib Thiam, qui était son ami. Senghor était furieux. Et puis, il a convoqué des états généraux d'éducation, il est allé à la conférence musulmane de Taïf, etc., en grand boubou, pour montrer la rupture par rapport à avant. Bon. Alors ça a été... moi, je ne reproche pas du tout ça à Abdou Diouf, mais par contre, ce que j'ai plus de mal à comprendre, c'est que Abdou Diouf, qui avait été, disons, dans la mouvance de cette économie sociale là, que vous évoquez à juste titre, finalement, ne s'est pas vraiment investi dans la ligne de ça. Et finalement, a laissé faire, a mené toute une série de jeux politiques avec ce qu'on appelle les barons et tout ça. Et si bien que, finalement, tout ce qui était investi et jouable n'a pas vraiment été porté au maximum de tout ça. Et ça, il y a un cinéaste sénégalais qui s'appelle Mbaye, qui a fait un film qui s'appelle Président Dia, qui a été d'ailleurs présenté à la télévision, qui est un magnifique film de 52 minutes, où il a donné la parole à Mamadou Dia. Moi, j'interviens aussi d'ailleurs dans le film. Mais il a donné la parole à Dia. Et là, on voit bien la position de Dia jusqu'à sa mort, où Dia dit « Moi, je n'ai aucun ressentiment personnel par rapport à Senghor. En tant que musulman soufi, je pardonne tout. Mais la seule chose que je ne pardonne pas, c'est que véritablement, la politique du peuple, on ne l'ait pas poussée là où on devait la pousser. Et Dia dit, si nous étions restés ensemble dans cette voie-là, le Sénégal serait très loin. Et probablement, l'Afrique aussi probablement aurait eu plus de références dans ce domaine-là. Et alors, je relis ça à une anecdote qui est très significative. Quand Dia est sorti de prison dans les conditions que je vous ai racontées, la première chose que Dia a faite, le lendemain de sa sortie de prison, il a demandé une audience à Senghor. Senghor était surpris et a décidé de le recevoir le soir à 9h au palais de la présidence. Et Dia s'est trouvé en face de Senghor. Senghor était un peu interdit, comme on dit. Dia s'est avancé vers lui, les bras ouverts, et lui a dit « Alors, tu ne m'embrasses plus, Léopold ?» Parole historique. Léopold était gêné. Et il s'est retrouvé un petit peu, disons, comme ça, bon, mais enfin bon. Et Dia lui a dit, à ce moment-là, moi je pense que, finalement, l'Afrique est malade du fait que les pouvoirs au plus haut niveau sont trop coupés du peuple. Et qu'on ne peut pas construire un État, un développement, une démocratie
si on ne s'appuie pas sur ces deux piliers-là, qui sont que les pouvoirs publics et la société civile. Et il y a 10 ans, les systèmes d'État sont tellement dépendants de contradictions internes, de tentations internes, de jeux d'intérêts externes, que si on les laisse seuls en piste, ils ne pourront pas rejoindre le peuple. Donc il faut vraiment appuyer à fond les mouvements de la société civile pour qu'elle puisse, non pas détruire l'État, au contraire, mais qu'elle puisse trouver ce fameux dialogue-là, ce pacte que lui voulait entre l'État et la nation. Et il me disait, et il avait dit à Senghor, moi je veux fonder une nouvelle internationale. On a créé la 3e, la 4e internationale. Moi, l'internationale que je veux fonder, c'est l'internationale des forces pour le développement. Et je vais prendre mon bâton de pèlerin et je vais aller dans les États africains pour dire aux gens de la société civile, unissons-nous, faisons un mouvement puissant et discutons, dialoguons avec les partenaires d'État pour que le peuple puisse avoir son mot à dire. Et il a commencé à le faire. Bon. Il a créé cette internationale africaine des forces pour le développement le 13 avril 1975 à Dakar, j'étais présent, avec Cheikh Hamidou Kane, avec aussi Joseph Kizerbo qui était là et tout ça. Et il a commencé donc à prendre son bâton de pèlerin. Il a commencé par aller en Guinée-Bissau, qui venait d'être indépendant. Il a été reçu, mais de façon merveilleuse, par les gens de Bissau. Il a fait toute une série de voyages en Afrique. Et à ce moment-là, les gens de la diplomatie de Dakar ont commencé à prendre ombrage. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des messages qui venaient de la diplomatie sénégalaise qui disaient « Si vous recevez Mamadou Dia trop à l'égal d'un chef d'État, les problèmes vont se poser entre nous. » Et progressivement, il a vu les blocages s'opérer. Et à ce moment-là, bon, il a été contraint d'abandonner ce grand projet d'internationale africaine des forces pour le développement. Et il est revenu alors dans l'arène politique en disant « Bon, il faut essayer de lutter pour la démocratie là où on est. » Il a créé ses mouvements et tout ça. Mais son grand projet, c'était ça. Alors moi, et personne n'a ça en tête actuellement. Ce n'est pas inscrit dans l'histoire, alors que c'est un moment important. Et moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que quand je vois, des années après, effectivement, les grands forums sociaux mondiaux, qui se créent à Porto Alegre, au Brésil et tout ça, qui se créent aussi après en Afrique, avec quoi comme objectif? Eh bien, faire que la société civile puisse être présente, comme elle était présente à la COP 21, là, pas. C'est ça que Mamadou Dia avait en précurseur, j'allais presque dire en prophète, perçu. C'est pour ça, moi je dis, il faut, enfin c'est un peu le sens de ce que je fais et de ce que j'écris aussi, restituer Senghor dans sa vérité profonde, qui n'est pas le détruire, au contraire, et puis faire aussi apparaître Mamadou Dia comme un personnage majeur à côté des autres grands qui ont été les libérateurs de l'Afrique. Alors qu'après Senghor, il n'y a même pas encore une place à Dakar qui porte le nom de Mamadou Dia. Alors que tout récemment, le député maire de Thiès, Talla Sylla, vient de lancer la place Mamadou Dia à Thiès, aux grandes dames d'ailleurs des autorités sénégalaises. Mais au moins, il a fait un pas en avant. Voilà. Bonsoir. Moi, personnellement, je vous dis que je serais un peu déçu parce que c'est vrai que je suis un anneau, je fais partie du conseil d'administration du RACIF. Oui. Et c'est vrai que pour moi, ce soir, l'image de Senghor prend un coup parce que je ne savais pas du tout cette part d'ombre. Il y a un peu de déception aussi, et en même temps je me dis, bon, aujourd'hui où il n'est plus là, est-ce que c'était vraiment important peut-être de restituer cette partie sombre? Vous posez une vraie question. Vous dites, puisqu'il n'est plus là, est-ce qu'il est important de restituer cette partie sombre? Ce qui veut dire, est-ce qu'on peut, disons, faire en sorte que l'histoire soit taillée en fonction de ce qu'on souhaiterait qu'elle soit, au lieu de ce qu'elle a été? Et ça, c'est une vraie question. Chacun peut prendre sa position là-dessus. Moi, je vous dis, je suis pour la restitution de l'histoire. Et je dis que ce n'est pas diminuer Senghor. C'est montrer que Senghor était beaucoup plus en prise sur les contradictions de l'Afrique. Ce n'était pas un surhomme.
D'ailleurs, la situation africaine n'est pas plus que la situation européenne, d'ailleurs, n'est vraiment justiciable de la position des surhommes, mais de ceux qui ont su diagnostiquer les problèmes et poser les vrais problèmes. Et je dis, Senghor a posé les vrais problèmes. Il a eu des difficultés énormes pour, disons, trouver les réponses qui convenaient, mais il a fait des choses très importantes. Et puis, n'oublions pas que c'est quand même un grand poète. Et dans sa poésie, il y a beaucoup de choses de sa vérité profonde qui sont aussi ressorties. Et d'ailleurs, Senghor, moi je peux aussi en témoigner, Senghor est entré en politique presque à regret. Il a dit à plusieurs reprises que ce qu'il souhaiterait qu'il persiste de lui, c'était beaucoup plus son message poétique que son message politique. Ça, je crois qu'il a tout à fait raison. Mais vraiment, je vous assure, ne croyez pas surtout que j'ai entrepris de diminuer le personnage. C'est pas le diminuer, c'est le restituer dans sa vérité. Et je crois que la vérité d'un homme, eh bien, c'est quelque chose qui le grandit. Ça, c'est clair. Et on n'est pas obligé de devenir parfait. Hein. Qui d'entre nous, voilà, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, comme disait l'autre. Hein. Mais c'est vrai, quoi. Et ça, je crois que la leçon est là. Alors que si vous continuez à faire une image pieuse d'un Senghor parfait, plein de lumière et tout ça, à quoi ça va servir? Hein, quelle sera sa position? Le combat de Senghor, il est encore le combat de nous tous, aujourd'hui. Hein. Le combat de Senghor, eh ça veut dire qu'il faut qu'on affronte les contradictions, hein, qu'on ne va pas les abolir comme ça. Hein. Vous savez, il faut voir, moi, enfin, je me réfère souvent à la parabole du lampadaire. La parabole du lampadaire, c'est qu'il y avait un type qui avait perdu les clés de sa voiture, et puis alors il va sur la place, il y a un endroit qui est bien éclairé, puis il cherche ses clés. Et quelqu'un lui dit, mais tu es sûr que tu les as perdues là? Il dit, non, mais c'est là où c'est le plus clair. Voilà. Bonsoir tout le monde, je me présente, Laurent Abdellah, je suis volontaire du service civique au NACIB, je suis étudiant en 3e année en langue étrangère appliquée. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier de ces récits très clairs, donc je pense que vous avez bien fait de nous montrer la face cachée et également ce qu'on avait l'habitude de voir, ça va nous permettre d'avoir une idée claire de la vie et de ce grand homme qui était Senghor. Donc je vais revenir sur le point premier que vous aviez déjà évoqué, à savoir l'arranchement. Arranchez-vous avant l'ouverture, ce rendez-vous de donner et de recevoir. Je pense que ce rendez-vous rime avec ce que l'on vit actuellement en France ou partout ailleurs dans le monde. Ouais. Donc je pense bien que les Français, ou bien la politique française, a tort de penser qu'il faut venir pour être accepté dans la société française, ouais, de régner à toute sa culture, de régner tout ce que l'on avait pour pouvoir être français à part entière. Je pense que ça, c'est une politique qui a été mal fondée et mal pensée. Donc voici les conséquences que l'on voit en ce moment-là. Vous pouvez accueillir beaucoup de personnes tout en gardant notre culture et en même temps être ouvert à toutes les autres cultures. Ouais. Donc c'est ça le rendez-vous de donner et de recevoir. D'ailleurs, il disait converger, enrichissez dans vos divergences pour converger vers l'universel. Oui. On s'enrichit dans notre divergence, mais en même temps, on tend vers l'universel, on converge vers l'universel. Oui. Je pense que c'est une très belle phrase qui résume nos problèmes d'accueil, nos problèmes que nous rencontrons en ce moment-là. Non, je crois que vous avez raison. Que moi, je suis très très frappé de voir que dans ces messages fondamentaux là, de Senghor, que Diade aurait été le premier à reconnaître, hein, quand il s'est trouvé devant celui qui l'avait mis en prison, lui disant « Léopold, tu ne m'embrasses plus », ça voulait dire qu'il avait gardé toutes les leçons qu'il a reçues de Senghor. Et ça, je crois que ce que vous dites là est important, parce que c'est les problèmes que nous vivons ici et maintenant, dans la société où nous sommes ce soir, effectivement, où la politique d'intégration, la politique de l'immigration et tout ça, elle est justiciable de cette analyse-là. Et là, il y a des leçons de Senghor que le peuple de France a aussi tout à fait intérêt à comprendre et à connaître et à recevoir. On a beaucoup de leçons à tirer de l'Afrique. Et notre ami disait tout à l'heure,
Il y a eu, disons, une avancée en matière d'économie sociale qui a été passionnante au Sénégal. Mais qui la connaît ici? Et dans toute une série de domaines comme ça, l'Afrique et le Sud en général d'ailleurs, a beaucoup de choses à apporter aussi au Nord. Ça me paraît tout à fait fondamental. Et donc, et moi, si vous voulez, me trouver, encore une fois, petit breton intégré dans cette grande aventure, ben, qu'est-ce que je peux faire maintenant, comme vieux pommier? C'est de livrer quelques pommes. Et en tout cas, j'écris. J'écris ce témoignage parce que si je ne l'écris pas, ben, qui va le dire? Et surtout, un certain nombre de choses, il n'y a plus personne actuellement qui peut témoigner de certaines choses que j'ai vues et entendues, et vraiment qui me paraissent nécessaires, de réintégrer à l'histoire comme contribution. Et c'est pour ça que j'écris. J'écris quoi? J'ai commencé par écrire un livre sur mes 3 années de présence au Soudan français au Mali, dans le Kénédougou. J'ai écrit ce que voulait dire cette expérience de plongée. Bon, c'est un livre que j'ai publié aux éditions Présence africaine, qui s'appelle Kénédougou au crépuscule de l'Afrique coloniale. Après ça, j'ai écrit toute mon histoire au Sénégal, et l'histoire de Dia, de Senghor et de mes compagnons, qui s'appelle Sénégal, notre pirogue, sur le chemin de la liberté. Et puis après ça, j'ai voulu répondre à l'interpellation que me faisaient beaucoup de gens, me disant « Comment se fait-il que toi, petit breton, tu sois tombé dans cette histoire ?» Demande à Yves, de l'eau. Comment se fait-il que toi, petit breton... Et j'ai écrit les mémoires de mon enfance bretonne, que j'ai publiées chez un éditeur breton, aux éditions Ouest France, Mémoires de mon enfance bretonne, voilà, où je raconte tout le chemin qui m'a séparé de ma grand-mère jusqu'à Senghor, par où je suis passé. Voilà. Et quant aux mémoires que j'ai écrits en sortant de l'école, avec Senghor, les mémoires qu'il avait dirigées sur les contes de l'Ouest africain, ça a été publié par Présence africaine, et il y a une deuxième édition en poche qui est sortie en 1904, qui s'appelle Les contes noirs de l'Ouest africain, témoins majeurs d'un humanisme. Voilà. Mais mes vieilles pommes, non, ce n'est pas des vieilles pommes. Voilà les pommes qui sortent du vieil arbre. Il y a encore quelques autres pommes que je suis en train de sentir mûrir actuellement. Voilà. Une toute dernière. Malika, ton ancien élève? Moi, j'ai rencontré un grand homme. Roland Creux m'a beaucoup marqué et m'a beaucoup enseigné beaucoup de choses dans mon parcours et j'oublierai jamais cet homme. Voilà, j'ai eu plaisir à revoir ce soir. Tu as retrouvé des choses qu'on avait échangées déjà? Voilà. Complètement. Et ce que j'ai vécu, effectivement, j'avais des rendez-vous à l'IRFED, tu me racontais, il y avait plein de photos, donc j'ai vécu une pause cette soirée. Donc je suis beaucoup émue ce soir. Voilà. Ça me fait plaisir que tu sois là. Attends, une question encore moi. Oui. Je suis désolé. Et pendant l'indépendance, comment ça se fait que Senghor, Houphouët-Boigny et Mamadou Dia, ils n'ont pas pensé à créer une monnaie africaine? À créer une monnaie africaine. Monnaie africaine? Voilà. C'est une vraie question. Question importante, parce que, effectivement, si vous voulez, il y avait une solution de facilité. Le franc CFA existait. Donc le franc CFA donnait toute une série d'avantages. On pouvait, disons, vraiment communiquer, avoir des échanges d'un pays à l'autre et tout ça, sans passer par des histoires de change extrêmement compliquées, complexes. Mais la contrepartie, c'est que, effectivement, ça n'aurait eu toute sa portée que s'il y avait eu aussi des politiques économiques convergentes qui maîtrisent la politique monétaire. Or, le problème pour l'Afrique, c'est qu'il n'y a pas de force politique organisée qui maîtrise la politique monétaire. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement préoccupant. Et là, Mamadou Dia, lui, il voulait, justement, dans le cadre de la fédération, reprendre tout ça, avoir un projet absolument complet sur tout ça. Mais pour qu'il y ait effectivement un rapport entre le développement et la monnaie,
il faut qu'il y ait des politiques de développement, vraiment tout à fait... Et c'est ça le drame des structures et des institutions africaines actuelles, c'est que vous avez des institutions qui sont en place, mais qui n'ont pas de véritable politique profonde, concertée, convergente, pour le succès des peuples. Et là, on retombe devant cette analyse de Dia, au sortir de prison, disant le syndicat des chefs d'État. Senghor, d'ailleurs, dans une interview, on l'avait interrogé dans Jeune Afrique, on lui avait dit « Y a-t-il un syndicat des chefs d'État » Et Senghor avait répondu « Je dois tout à fait dire qu'il existe un syndicat des chefs d'État et que je ne suis pas nécessairement d'ailleurs satisfait de cette situation. » Et quand Dia disait effectivement, c'est tout à fait, on ne peut pas véritablement construire, disons, une politique de développement si la société civile n'est pas suffisamment en prise sur les institutions qui la représentent. Et ça, alors, vous pouvez aussi tirer une autre leçon du tableau que j'ai essayé de dresser devant vous. J'ai vécu ça, moi. Avant l'indépendance, j'ai connu le système colonial. Il y avait une administration coloniale qui était toute puissante. Le peuple n'avait qu'à s'agenouiller, obéir et parfois d'ailleurs recevoir des coups. Quand les mouvements vers l'indépendance ont commencé, la préoccupation des mouvements politiques, c'était le plus rapidement possible s'installer à la place des anciens maîtres. Et alors effectivement, ils se sont installés à la place des anciens maîtres dans un système qui était préformaté. Et donc comment, s'installant dans un système préformaté, comment peut-on avoir une politique qui soit une politique différente et autonome? Et c'était ça la grande vision de Dia en tant qu'économiste aussi, de dire il est tout à fait capital de véritablement faire en sorte que la base et les institutions de la base puissent avoir un autre type de rapport. Et c'est pour ça que dans cette histoire que j'ai vécue, moi qui m'a passionné, d'animation rurale, de partenariat et tout ça, il y avait vraiment quelque chose qui était, au meilleur sens du terme, révolutionnaire. Et je crois que l'Afrique, aujourd'hui encore, est devant cette même problématique-là. Et c'est la raison pour laquelle, moi je dis, il faut restituer à l'histoire la connaissance de ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, bon, je m'efforce d'alimenter des circuits de formation et tout ça, y compris pour vous, les jeunes cadres africains, de façon à ce que vous puissiez vous réapproprier ça, parce que c'est à vous, ça vous appartient. Et donc, il est tout à fait nécessaire que vous réagissiez là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai écrit mes bouquins et que je témoigne aussi, comme ici ce soir. Voilà. Merci Roland. Merci beaucoup. La collation elle est offerte par notre partenaire centre commercial Auchan de Milo depuis janvier de cette année. C'était un échange très très intéressant qui est maintenant ami de tous ceux qui sont là, amis de la Gerbe, amis de Aza, de tous nos amis qui sont là, amis des Racives. Ce qu'il faut, je pense que nous sommes en apprentissage de vie. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous qui sommes aujourd'hui ici, engagés, ici en France et dans le département des Yvelines, c'est qu'on a besoin effectivement des références, on s'interroge. Et Senghor, ce qu'on retient nous de Senghor, animation rurale, mon père était animateur rural. D'ailleurs, tout ce que je fais aujourd'hui au niveau des racistes, ça j'ai beaucoup appris chez mon père, qui était avec Ben Madi Cissé, oui, bien sûr, que tu connais très bien, il y a plus de 50 ans, qui était un des cadres de l'animation rurale. Oui. Mon père, j'ai beaucoup appris chez lui, comment s'organiser, tout ce qu'on fait ici, je l'ai puisé chez moi au Sénégal. Par contre, nous, ce qu'on retient de Léopold Sédar Senghor, c'est que c'est quelqu'un, on ne savait pas est-ce qu'il était français, est-ce qu'il était africain, est-ce qu'il était sérère, est-ce qu'il était francophone. En tout cas, ce qu'on retient de lui, il a mis en place la francophonie il y a 45 ans. Ce qu'on retient de lui, c'est qu'il fait partie de ceux qui connaissent le mieux la langue française. Ce qu'on retient de lui, c'est qu'effectivement qu'il a été un ancien professeur. Ce qu'on retient de lui, c'est un homme de paix. Ce qu'on retient de lui, c'est que c'est un homme
qui mettait en place, qui véhiculait le métissage culturel et biologique, Oui. qui a épousé une Normande, qui est décédée ici en France. Voilà ce qu'on retient de lui, un grand homme de culture. En tout cas, on te remercie très sincèrement, vraiment de se déplacer. Et c'est ça aussi l'originalité chez le Rassive. Vous avez vu tout le cycle de conférences. On va reprendre le 15 février chez Agnès Amat-Lajolie, avec aussi dans le domaine de l'économie, le lundi 15 février, il faut déjà le noter. Mais le Rassive, effectivement, toutes ces rencontres-là, c'est gratuit. Des moussiers, des grandes sommités, des gens qui ont fait des choses extraordinaires, qui viennent bénévolement animer nos rencontres. Ça, c'est très important. Et je pense qu'on doit tirer parce que les gens ont besoin de se rencontrer. Chacun est dans son coin, mais c'est bon que nous tous ensemble, que chacun nous prie individuellement, que nous développons ce genre d'espace, mais aussi que d'autres espaces puissent... Parce qu'on parle de Marine Le Pen, etc. C'est parce qu'on laisse le champ libre à des gens qui n'ont aucune... qui ne doit pas effectivement nous amener, mais c'est que nous, il faut que nous soyons des forces de proposition, nous continuons effectivement à le faire, chacun nous prie individuellement. En tout cas, merci beaucoup Roland. ASA et les Rassive, on va lancer, il faut mettre votre mail, dès la semaine prochaine, on va organiser un grand événement fédérateur, le samedi 6 février, au Miro. Alors cet événement, nous l'avons appelé ASA et Rassive vous invite effectivement au vivre ensemble au cœur de la coopération internationale, coopération décentralisée. Vivre ensemble au cœur de la République. De la République. C'est un grand événement. Parce que nous avons pensé effectivement cet espace-là nous manque beaucoup. Alors nous sommes effectivement appelés, parce que quand on gère des collectifs, il faut appeler effectivement à réfléchir, pas comme les autres, et à des inspirateurs, ce qu'on appelle. Alors, on va vous envoyer par mail, il faut laisser vos coordonnées, on va vous envoyer par mail dès 18, la semaine prochaine, ou 19, pour que l'inscription est gratuite. On a 400 places au niveau de l'espace des habitants, un grand format, où effectivement on aura un rabbin, c'est la conférence, un rabbin, un imam, un pasteur ou un curé, mais aussi on va monter ce qu'on appelle le village du Rassive, où tous les projets financés par nos différents partenaires vont pouvoir être présentés. Et le soir, on va avoir un grand spectacle avec un grand ami qui est d'origine marocaine. Et on va finir effectivement sur une belle restauration où on va financer 10 associations à l'échelle du territoire, une camerounaise, une togolaise, une libanaise, une marocaine, pour que nous puissions voyager à travers la nourriture. Merci beaucoup. Restez avec nous pour un petit moment. Avec nous. Alors, je peux ajouter un mot. J'ai transmis au secrétariat un texte de 9 pages qui représente la substance de ma conférence de ce soir, qui est sur informatique et qui peut donc être très, très facilement transmis à vos mails. Et puis je vous signale que si vous êtes intéressé pour en savoir vraiment plus en détail, alors là, il y a mes bouquins que... Oui, on va commander, on va en acheter. Il va s'en occuper. On va en acheter, ouais. Mais déjà, tu vois, les 9 pages de la conférence, là, elle peut être diffusée sans problème. Je l'ai envoyée à votre secrétaire. Voilà. Très bien. Merci.